Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RQSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours ou plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. L'épisode d'aujourd'hui sera animé par moi-même, Sabrina Anissa Almansali. Dans quelques instants, nous allons rencontrer Dr Sylvana Baroni, pédiatre spécialisée en soins palliatifs et en bioéthique au phare enfants et familles. Pour commencer, je veux vraiment remercier Dr Baroni qui prend de son précieux temps. Elle est de garde aujourd'hui, donc j'imagine que c'est une journée bien chargée pour elle pour pouvoir enregistrer ce podcast avec nous. Merci et merci d'avoir accepté notre invitation, Dr Baroni. Merci à vous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours général pour que les auditeurs et moi-même puissions vous connaître un peu mieux? Bien sûr, après avoir complété un bac en psychologie à l'Université McGill, j'ai complété mes études en médecine à l'Université de Montréal et ensuite j'ai fait une résidence de 4 ans en pédiatrie générale à l'hôpital Sainte-Justine. Et c'est lors de mon tout dernier stage de résidence, j'ai fait un stage de soins palliatifs pédiatriques et c'est vraiment ce stage qui a allumé en moi le feu là, des soins palliatifs pédiatriques et qui m'a menée à vouloir poursuivre des études spécialisées en soins palliatifs pédiatriques. Super intéressant, mais je me pose la question, comment on passe de psychologie vers la médecine? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, quelque chose qui a suscité ce choix? Pour moi, c'était un choix assez naturel. Il faut dire que j'ai appliqué à la fois pour un doctorat en psychologie et pour mes études pour le doctorat en médecine. J'ai été acceptée dans les deux programmes et j'ai hésité quand même longtemps. J'ai toujours été intéressée par les sciences humaines, donc par la psychologie, et j'avais pris un cours de psychologie à option au Cégep que j'avais adoré. Et donc, j'ai dit, bon, je vais faire mon bac en psychologie, mais je vais faire un bac en sciences. J'avais l'option de faire un bac en sciences ou en arts. Donc, je me suis dit, bon, je vais un peu jumeler mes deux passions, donc la science et la psychologie. Donc, j'ai pris plusieurs cours de psychologie, évidemment. J'ai fait un programme d'honneur en psychologie qui m'a permis aussi à faire de la recherche. Et avec ça, plein de cours de sciences, de physiologie, de biochimie, tout ça, parce que j'avais toujours un peu en tête, ah, peut-être la médecine après. Et finalement, c'était la façon parfaite de jumeler un petit peu ces deux passions parce que la médecine, c'est science et art, hein? Donc, c'est la science, c'est beaucoup d'études, c'est de la Ouais. physiologie, de la biologie, mais c'est aussi la relation thérapeutique, Mm. c'est les relations qu'on a avec les patients, la communication et tout ça. Et ça, on va en parler sûrement, mais ça joue dans mon rôle comme prestataire de soins palliatifs pédiatriques. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que j'ai dit, bon, je vais entreprendre mes études en médecine et par la suite, ça m'a amené vers la pédiatrie. Super intéressant. Puis vous me disiez tout à l'heure, c'est lors de un stage finalement d'études que vous avez découvert, en tout cas les soins palliatifs, puis ça vous a même fait changer, ben, ça vous a orienté vers les soins palliatifs pédiatriques. Pendant la résidence en pédiatrie, c'est sûr on n'est pas tellement confronté à la mort, heureusement, dans un hôpital pédiatrique, mais il y a quand même des enfants qui décèdent. Puis, on est confronté très rapidement dans notre résidence à des cas assez complexes. Par exemple, on fait des stages à l'unité de soins intensifs pédiatriques, à l'unité de soins intensifs néonatologie, en oncologie, où justement, on prend soin de patients qui peuvent être assez malades et ma première expérience d'un décès d'un patient, c'était justement un petit bébé en néonatologie qui est décédé suite à des complications de la prématurité. Donc, quand on est en stage de néonatologie, il y a un décès, on parle avec les parents, on fait un debrief en équipe pour discuter.
mais la journée continue après, hein, parce qu'on a peut-être Oui. 10, 20, 30 autres patients qui ont besoin de nous, donc on Mhm. continue. Et bon, ça fait partie un petit peu de notre formation et de notre travail. Euh, Quand j'ai finalement fait mon stage de soins palliatifs pédiatriques en fin de résidence, c'est là que j'ai vraiment réalisé que dans notre formation de médecin, la formation, elle est beaucoup axée sur trouver le problème et trouver une solution au problème. Donc, c'est très Mhm. axé sur l'investigation, les hypothèses diagnostiques, l'investigation, le pose du diagnostic et le traitement. Donc, ça, c'est un petit Ouais. peu la trajectoire typique là, dans l'apprentissage et dans le suivi d'un patient. Et ça peut fonctionner très bien pour certaines situations. Mais encore une fois, c'est beaucoup sur le investigation, traitement et beaucoup sur le curatif. Et là, j'ai réalisé pendant ce stage de soins palliatifs pédiatriques qu'on ne peut pas toujours guérir. Euh, on est des médecins, on est des infirmières, on est des professionnels de la santé, donc il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Donc, il y a un certain lâcher-prise dans ce moment-là. Et là, je me suis dit, bon, j'ai réalisé qu'on n'est pas très bon pour aider et guider les familles quand on n'est pas capable de guérir. Ouais. Donc, quand c'est assez simple, puis quand on rentre dans cette boîte Mm. de investigation, diagnostic, traitement, Mhm. des fois ça va bien, des fois ça va moins bien, mais quand on rentre dans les situations de maladies très complexes où le pronostic est incertain, ou des maladies à pronostic sombre, on n'a pas des bons traitements à visée curative, on est moins bien outillé pour aider ces familles-là. Oui. On ne sait pas trop comment leur parler, on ne sait pas trop quoi leur offrir. On continue à offrir des traitements possibles, potentiels, avec des risques et bénéfices qui leur sont propres, mais euh, c'est là que j'ai réalisé que vraiment dans ma formation, je n'avais pas été formée pour ce genre de prise De en charge et dans situation. cette perspective. Exactement. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, moi, je vais aller chercher une formation spécialisée en soins palliatifs pédiatriques pour justement pour pouvoir aider ces familles. Euh, Puis je l'ai dit lors de la première journée de mon fellowship, on a fait un tour de table, puis on s'est fait poser la question, ben pourquoi? Pourquoi les soins palliatifs pédiatriques? Puis je pense que j'ai répondu quelque chose comme, ben moi, je vais être la personne qui va vers la famille quand tous les autres s'en vont. Parce Oui. qu'ils ne savent plus quoi dire et ils ne savent plus quoi Oui. faire. Moi, je vais être la personne qui rentre dans la chambre et qui est à l'aise de rester avec eux dans des moments très, très difficiles. Parce que Mm. c'est dans ces moments-là qu'ils ont le plus besoin de nous. Et qui est outillé et qui sait quoi parler, quoi dire, comment accompagner ses familles dans ces moments très émouvants, puis en même temps des, très difficiles à vivre. Exactement. Et oui, c'est Ouais, des habiletés qui s'apprennent, ouais, effectivement. ouais. Vous parliez, tu sais, de votre rôle en soins palliatifs. Aujourd'hui, vous travaillez au phare. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du phare? Puis est-ce que votre mission a tant changé? J'ai l'impression que non, mais je vous laisserai en parler. Donc, le phare, c'est une maison de soins palliatifs pédiatriques qui est située le quartier Angus à Montréal, dans le quartier de Rosemont. Donc, on a une maison physique, un lieu physique qui s'appelle la maison André Gratton, et c'est dans cette maison qu'on accueille nos enfants et nos familles. Donc, le phare a été fondé en 1999. On est la première maison de soins palliatifs pédiatriques dans la province du Québec. Il y en a une deuxième présentement à Québec, une troisième qui s'en vient en Outaouais. Notre mission, c'est vraiment de prodiguer à l'enfant des soins palliatifs qui sont vraiment centrés sur les besoins de l'enfant dans un environnement qui est chaleureux. Donc, si vous n'êtes jamais venu au phare, ça va me faire plaisir de vous Non. faire visiter. C'est Ah, vraiment un merci. environnement qui est chaleureux. Donc, quand on rentre, c'est pas comme quand on rentre dans un hôpital. C'est pas comme Mhm. un milieu froid, stérile. Puis je sais que dans les hôpitaux pédiatriques, j'ai passé plusieurs années, c'est pas le cas, là. On travaille très, très fort pour que ça soit accueillant pour les enfants. Mais au phare, on fait un petit effort supplémentaire pour qu'on puisse offrir aux enfants un environnement qui est vraiment chaleureux, qui est comme un peu entre la maison et l'hôpital. Et on offre à la famille de l'enfant de l'accompagnement, du répit et du suivi de deuil. Donc, les enfants qu'on suit ont droit à 30 nuitées de répit par année. OK. Euh, donc, c'est un service très, très important pour les familles. Famille. Oui.
Et on offre également des séjours de gestion de symptômes et de fin de vie pour les enfants qui sont en fin de vie. On a une magnifique équipe psychosociale qui participe à l'accompagnement des familles et on a un programme très, très fort en suivi de, aussi pour les familles. Puis de ce que je comprends, le phare, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire, tant le suivi pour tout ce qui est santé, mais aussi le suivi psychosocial. Donc, vous intervenez, vous êtes plusieurs professionnels qui interviennent auprès des familles pour les accompagner. De ce que je comprends, c'est des soins palliatifs pour enfants, mais quand on parle d'enfants au phare, je pense qu'on arrive jusqu'à 18 ans, hein? Exactement. Donc, on offre des services de répit jusqu'à l'âge de 18 ans et on offre des soins de fin de vie pour les patients qui sont déjà connus du phare jusqu'à l'âge de 23 ans. D'accord. Ben, je me pose un peu la question, c'est les familles, mettant, c'est le jeune qui a 18 ans qui quitte le phare, puis finalement, vous offrez le service de fin de vie pour les jeunes qui sont connus du phare à 23 ans. Est-ce que c'est les familles qui vous recontactent? Comment ça se passe? Oui, donc, on s'est penché beaucoup sur cette question, puis on a décidé de continuer à offrir ce service jusqu'à l'âge de 23 ans en se disant que pour les familles qui sont connues par le phare, qui ont peut-être passé des années au phare, c'est vraiment l'endroit souhaité du décès de l'enfant et on veut vraiment honorer ce souhait, j'ai dit de l'enfant, mais du jeune adulte en fait. Puis on va être en mesure d'honorer ça. Et oui, c'est pas arrivé souvent, mais dans les cas où c'est arrivé, c'était vraiment la demande de la famille. Donc, je pourrais pas vous donner trop de détails là, à cause Je pour des comprends. raisons de confidentialité, mais un jeune adulte, par exemple, qui a déjà été connu au fort, qui a une Mhm. dégradation dans son état, qui se retrouve, par exemple, dans une salle d'urgence, et là, on sait que le pronostic est sombre, que l'enfant est plus, le jeune adulte est en fin de vie. Les parents peuvent dire, bon, on veut se diriger vers le fort pour cette fin de vie. OK. Et tout à l'heure, vous me disiez que le phare, c'est quand même, tu sais, c'est un entre, ben, pas un entre-deux, mais vous faites en sorte que ce milieu soit un milieu chaleureux, tu sais, un entre-deux entre la maison puis l'hôpital. Je vois que vous portez pas de blouse, mais je me pose juste la question, est-ce que c'est voulu ou c'est juste un détail? C'est une très bonne question. Je me fais rarement poser cette question parce que je suis pédiatre. Et de façon Ouais. générale, en pédiatrie, on ne porte pas de blouse à l'hôpital. Donc, c'est vraiment une réalité du milieu pédiatrique. J'imagine qu'on avait jugé que ça faisait peur aux enfants et tout ça. Donc, pendant toute ma résidence de pédiatrie, quand j'ai pratiqué comme pédiatre dans le milieu hospitalier, je ne portais jamais de blouse. Il y a certains professionnels qui vont en porter, par exemple, ceux qui travaillent dans les laboratoires, mais en pédiatrie, on n'en porte pas. OK, OK. Oui. Puis, en tout cas, excusez ma question naïve, mais Non, non, c'est euh, une bonne question. Mais c'est vrai que c'est ça, ça ne permet pas nécessairement. Mais c'est important parce que moi, quand je rentre dans la chambre, oui, je vais m'identifier comme étant le médecin et tout ça, mais l'idée, c'est justement dans cette optique d'offrir un environnement chaleureux. On ne veut pas faire peur à l'enfant, on veut être au même niveau que l'enfant et tout ça. Donc, je travaille fort pour établir cette relation-là. Je ne suis pas le médecin qui vient pour faire des prises de sang ou pour oui. faire des procédures douloureuses. Je suis vraiment le médecin qui vient pour jaser, pour peut-être faire un petit examen physique, mais plus pour parler de ce qui est important pour l'enfant, pour la famille, comment est-ce qu'on peut gérer les symptômes, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'enfant est confortable. C'est vraiment ça l'important de l'entretien. OK. Et tout à l'heure, vous me parlez un petit peu, tu sais, vous abordiez vos deux passions, l'art et la science, c'est l'idée de la psychologie puis de la médecine. Et je me pose la question, c'est est-ce que la relation avec le patient, dans votre cas, le patient qui est plus enfant ou des adolescents, jeunes adultes, étant différente de la relation que vous avez avec la famille ou est-ce qu'il y a des points, tu sais, de ressemblance entre les deux? Ouais, donc c'est sûr qu'il y a des points de ressemblance, mais ça dépend beaucoup de l'enfant, hein, parce que en soins palliatifs pédiatriques, c'est une population très particulière, mais assez hétérogène. Donc, par exemple, je peux prendre soin d'adolescents avec un diagnostic de cancer avancé, mais qui n'ont aucune atteinte cognitive, avec qui je peux parler, avec qui je peux avoir des discussions très, très profondes, si on veut le dire comme ça. Et j'ai des enfants avec des atteintes neurologiques sévères, avec des atteintes multisystémiques complexes, avec qui ils ont des atteintes cognitives importantes et je ne peux pas communiquer verbalement avec eux.
Donc, c'est vraiment très hétérogène et la relation va dépendre beaucoup, beaucoup de l'état de l'enfant, de l'âge de l'enfant, mais je dirais plus que l'âge de l'état développemental de l'enfant. Donc, est-ce que c'est un enfant qui a une atteinte cognitive importante versus un enfant qui a zéro atteinte cognitive? Euh, Moi, j'ai un intérêt particulier pour les soins des adolescents. Donc, j'ai écrit un chapitre de livre sur les enjeux éthiques, d'éthique clinique dans les soins des adolescents. Donc, c'est un article, un chapitre que j'ai écrit avec un collègue récemment. Donc, le livre s'appelle Pediatric Ethics, Theory and Practice. C'est sûr que on ne peut pas se passer à la relation avec les parents. Donc, plusieurs des discussions euh, par rapport aux objectifs de soins, par rapport aux valeurs de la famille, par rapport à ce qui est important pour eux, vont avoir lieu avec les parents. Donc, je vous dirais que c'est une relation qui se bâtit tranquillement dans le temps. En soins palliatifs et particulièrement au phare, j'ai le luxe et le plaisir de pouvoir prendre le temps de connaître les familles sur une base longitudinale. Donc, je les vois sur plusieurs séjours. Plusieurs. Donc, on a des discussions vraiment qui sont comme itératives. Puis, euh, puis je pense que c'est aussi le cœur des soins palliatifs pédiatriques, c'est de vraiment bien connaître l'enfant et sa famille. Et ça, on le fait à travers des discussions comme je viens de mentionner. OK. Puis, je me questionne, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, c'est le phare qui vous a... qu'est-ce qui vous a attiré pour travailler au phare? Est-ce que c'était naturel pour vous ou est-ce que tu sais, c'était plus une approche peut-être plus humaine? Je dis pas que dans les hôpitaux, c'est pas une approche humaine, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes engagé avec le phare? Donc, j'avais déjà entendu parler du phare et je sentais que la mission, les valeurs du phare étaient concordées avec les miennes. J'étais dans un milieu hospitalier pendant quelques années et c'est vraiment pendant la pandémie qu'on m'a sollicité pour venir retravailler au phare. Et au début, j'hésitais, je n'étais pas trop sûre, je connaissais pas bien le phare, j'avais visité une fois. Donc, j'ai dit, bon, je vais aller voir. Puis, dès qu'on rentre au phare, là, on ressent la magie du phare. Puis je me sentais Ah, bien. Puis je me suis dit, ah, c'est ici que je veux travailler. Parce qu'on rentre, puis on voit les enfants. Euh, Moi, je suis rentrée, puis tout de suite, j'ai regardé à ma gauche. Au salon principal, il y avait des enfants qui participaient à une activité, à un jeu. Donc, c'était, oui, on ressent la magie, ressent la joie. Puis ça peut paraître bizarre de dire on oui. ressent la joie dans une maison de soins palliatifs pédiatriques, mais c'est vrai. Puis de voir tous ces gens concertés pour le bien-être de l'enfant, ça m'a fait du bien aussi. Donc, infirmières, préposées, personnel d'entretien ménager, cuisinières, bénévoles, médecins, tous concertés, tous avec des expertises différentes, mais concertés pour le bien-être de l'enfant. Puis je me suis dit, bon, c'est dans ce genre d'équipe-là que je veux travailler. Et là, j'ai rencontré les différents membres de l'équipe interdisciplinaire, puis j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place. J'avais aussi, je suis la première pédiatre spécialisée en soins palliatifs à travailler au fort. Donc, je voyais aussi la possibilité là d'un rôle de leadership pour tout ce qui est formation, enseignement, recherche, transmission des connaissances. Donc, c'était un bon fit pour moi. Oui, puis on a accès, en tout cas les auditeurs ont accès juste à votre voix, mais moi je vois votre non-verbal, je vois les sourires depuis tout à l'heure. Vous incarnez tellement ce que vous racontez. En tout cas, c'est beau à voir. Puis, est-ce que au phare, tu sais, tout à l'heure vous me parliez, quand on est médecin, on est formé à mettre un diagnostic, traitement, puis que ce soit curatif. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles que vous avez vécu au phare où il n'y avait pas possibilité de, tu sais, où la fin était prévisible, puis en tout cas, est-ce qu'il y a des moments que vous voulez comme raconter qui ont été difficiles? Je pense que c'est difficile, peu importe, même quand la fin est prévisible, même quand les parents savent que la fin s'en vient. Oui, on peut mettre en place de l'accompagnement, du soutien, mais on ne peut jamais se préparer à 100%. Euh, un moment que j'ai trouvé particulièrement difficile, c'était lors d'une fin de vie d'une jeune fille. J'étais présente avec les parents et je suis vraiment restée avec eux pendant pas mal toute la nuit là, avec l'enfant. Puis,
c'est pas toujours facile à prédire. Quand je vous ai parlé tantôt de pronostic, c'est souvent en soins palliatifs, on va dire, bon, on parle de heure à jour, jour à semaine, semaine à mois. On peut pas être très, très précis dans la prédiction. Et là, on était activement en fin de vie, mais c'était un peu long. Ça prenait plusieurs heures. Et je pense que les parents étaient comme un peu prêts. Et là, ils voyaient que l'enfant arrêtait de respirer, puis la reprenait. Puis là, le parent a dit, elle veut- tu vois, elle veut pas partir, elle veut pas partir. Puis là, on était tous en Mhm. larmes. Donc ça, c'est un moment difficile. Euh, dans ces moments-là, j'ai pas toujours les bons mots parce qu'il n'y a pas nécessairement de bons mots. Donc, c'était Non, plus une question de présence, de d'être présent avec présence. les parents. Euh, Parfois, je vais offrir des mots que je pense peuvent être réconfortants, qui ont déjà été réconfortants pour d'autres parents. Euh, c'est souvent juste de refléter ce que moi je vois, qui est Oui, que ces parents-là sont des excellents parents. Ils aiment leur enfant, que leur enfant, malgré tout, ressent l'amour qui est autour de d'il ou elle. Euh, et ça, c'est le plus important. Parce que dans les situations où j'ai parlé avant de comme ce qu'on peut contrôler puis ce qu'on ne peut pas oui. contrôler. Donc, dans ces situations-là, moi, comme médecin, j'ai le contrôle sur la gestion des symptômes, sur l'administration des médicaments pour m'assurer que l'enfant n'est pas souffrant du point de vue physique. Je ne peux pas enlever la souffrance des parents, qui est Non. psychologique, la souffrance qui est là dans leur cœur. Euh, donc, c'est beaucoup d'être présent, puis de les rassurer qu'ils ont tout fait pour leur enfant, puis que leur enfant ressent cet amour, puis c'est ça le plus important. Finalement, d'offrir une présence chaleureuse puis une écoute empathique. Puis c'est pas mal, je pense, le meilleur qu'on peut offrir dans ce type de situation. Exactement. On a des études en soins palliatifs, on a des études qualitatives qui démontrent que les parents se souviennent de ces moments-là. Donc, ce qu'on fait, notre non-verbal, ce qu'on dit, c'est très, très important, ça reste avec eux. Donc, nous, on doit être très, très, très à l'affût de ça. Parce Mhm. qu'un commentaire mal placé ou quelque chose qui se passe dans le corridor, ça peut rester avec les parents. Ça peut être un facteur de risque pour un deuil compliqué. Euh, mais l'envers de la médaille est vrai aussi. Donc, les mots réconfortants, une présence réconfortante, une écoute empathique, les parents se souviennent de ça. Euh, et c'est réconfortant, c'est positif. Donc, c'est des facteurs qui sont très, très importants quand on regarde après de façon rétrospective qu'est-ce qu'ils retiennent de l'expérience. Là, on a parlé un peu du versant, tu sais, plus négatif, plus en tout cas douloureux. Mais à contrario, est-ce qu'il y a des expériences ou des bons coups que vous avez vécus ou que vous avez, tu sais, des choses que vous avez mis en place au phare dont vous êtes fiers et que vous voulez nous partager aujourd'hui? Il y en a tellement, mais je te dirais que c'est plus, c'est moins, c'est pas moi, mais c'est plus l'équipe interdisciplinaire. Au Fort, on a la chance d'avoir une équipe de spécialistes en loisirs adaptés, une équipe de milieu de vie, donc qui gère différents programmes. On organise des activités pour nos enfants. On fait ce qu'on peut pour créer des beaux moments, des moments privilégiés entre l'enfant et les parents. On avait un enfant avec un diagnostic à pronostic très sombre qui adorait les autos, les camions de pompiers, les autos de police, tout ça. Puis notre équipe a organisé une visite de la SPVM des pompiers. Donc, on avait amené l'enfant dehors avec les parents qui étaient présents aussi pour voir tout ça. Puis là, les camions de pompiers qui sonnaient l'alarme et tout ça. Puis de voir le sourire de l'enfant, c'était magique. Et de voir la réaction des parents qui pouvaient vivre ce moment-là avec leur enfant, c'était vraiment très, très, très beau. Donc, on a plein de petites histoires comme ça au fort. On est capable de malgré tout amener un peu de soleil dans les journées grises, puis amener un peu de magie parce que on est dans des situations où on ne sait pas combien de jours de vie nous reste, mais on veut amener de la vie aux jours qui restent. On veut, tu sais, quand on parle de qualité de vie, c'est pas juste un buzzword. C'est qu'on veut que les journées soient le plus confortables possible, les plus heureuses possible. Et on veut créer des moments privilégiés pour l'enfant et pour sa famille. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est tellement des interventions qui sont adaptées aux besoins. Tu sais, l'enfant avait besoin de vivre ce moment magique avec sa famille, puis je trouve que c'est tellement humain et beau. Tu sais, je visualisais la scène en même temps que vous la racontez, puis j'imagine que c'est des moments mémorables, autant pour tu sais, l'équipe qui voit cet accomplissement, mais aussi pour l'enfant, la famille, les parents.
Oui, donc moi, je garde le souvenir, puis les parents vont garder ce souvenir pour toujours. Donc, Ouais. c'est vraiment très valorisant, sachant qu'on a pu créer ce moment-là pour cet enfant et sa famille. On avait un autre enfant qui est très accro de la gastronomie et tout ça. On avait organisé un souper gastronomique pour lui, 5 services. Donc, vraiment, quand je dis des soins centrés sur l'enfant, c'est vraiment ça. Tu sais, on va aller chercher l'essence de l'enfant, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qui amène du bonheur, puis on va aller euh, créer des expériences là, ouais, Pour adoucir ces journées et puis les rendre magiques aussi en même temps. exactement. Euh, Vous me parliez il y a quelques instants d'articles qualitatifs, puis j'ai cru comprendre à un certain moment, si vous me parliez de leadership dans votre rôle, puis de la recherche. Est-ce que la recherche occupe une place dans tu sais, dans votre tâche quotidienne ou dans votre mission, ou est-ce qu'on est vraiment plus dans la clinique, que de la recherche? Donc, on est beaucoup dans la clinique. Je ne suis pas clinicienne chercheuse, mais je participe à différents projets de recherche parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi. C'est quelque chose que je trouve très, très intéressant. Pendant mon fellowship en soins palliatifs, donc mon fellowship, c'était un fellowship de 2 ans. J'ai fait soins palliatifs pédiatriques cliniques et bioéthique à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis. Donc, dans ce contexte-là, j'avais fait un projet de recherche pendant mon fellowship euh, où on a étudié les familles d'enfants qui avaient des séjours prolongés à l'hôpital. Et on voulait voir c'était quoi leur expérience à la maison après le congé. Donc, on avait des enfants, par exemple, qui étaient restés dans l'hôpital pendant une centaine de jours et là, c'était leur premier congé à domicile. Puis, on voulait mieux connaître l'expérience des parents à travers leur voix. Fait qu'on avait utilisé une méthodologie qui s'appelle Photo Voice. Donc, on demandait aux parents de prendre des photos des premiers jours à la maison. Et ensuite, on a eu des discussions à partir des photos, puis on a fait des analyses qualitatives. Et ça, c'était mon projet de recherche de fellowship. Donc, c'est ce genre d'études qui m'intéresse beaucoup, l'étude qualitative. Là, on peut avoir la perspective des parents d'enfants atteints de maladies complexes ou d'enfants atteints de maladies graves. Euh, Présentement, dans mon rôle au phare, je participe à quelques projets de recherche. Je ne suis pas l'investigatrice principale, mais je participe à des projets de recherche euh, avec différents investigateurs là, de McGill d'ailleurs. Puis dans les projets de recherche qui sont menés au phare, est-ce que c'est surtout, tu sais, la perception des familles ou on peut, tu sais, faire des projets où il y a la perception des enfants, des jeunes aussi? Ou sur le plan éthique, peut-être c'est un peu plus compliqué de le faire. Oui, c'est une super bonne question parce qu'on réfléchit actuellement à une étude pour laquelle on va écrire une demande de subvention. Puis c'est vraiment une étude où on va aller chercher la perspective des enfants. Ouais. Puis ça va être dans un contexte, sans vous donner tous les détails, parce que je ne les ai pas, moi, encore. Là, on Non, est en train d'écrire la demande pour la bourse, mais on veut vraiment valoriser la voix des enfants, puis ça va être sur euh, le vécu d'un enfant endeuillé. non, c'est à suivre, ça a l'air d'être un super beau projet. Est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a des moments de doute par rapport à, tu sais, à votre carrière de pédiatre en soins palliatifs que vous avez vécu à un certain moment puis que vous avez dû surmonter ou vous n'en avez pas vécu? Je vous dirais, c'est pas tellement des moments de doute, mais il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, comme tu peux imaginer, et on Ouais. se questionne toujours à savoir, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire? Parce qu'on est dans des situations où souvent on peut tout bien faire, mais on sait que l'enfant va décéder. Donc, on doit un peu comme revoir les choses comme, OK, est-ce que j'ai tout fait pour m'assurer que j'ai soulagé la souffrance de l'enfant, j'ai accompagné la famille. Donc, c'est plus ça. Quand il y a des journées qui sont difficiles, des journées qui sont lourdes, des journées où j'ai l'impression que j'ai tout essayé, mais malgré ça, l'enfant avait des crises de douleur, puis j'ai pas réussi. Donc ça, au niveau émotionnel, ça peut être difficile. J'ai quand même pris la décision dans ma carrière de ne pas faire des soins palliatifs à temps plein. Je pense que Mhm. ça, c'est quelque chose
c'était le bon choix pour moi. Donc, je connais certains cliniciens qui font ça à temps plein. Moi, j'ai aussi une pratique communautaire en pédiatrie générale. Donc, D'accord. c'est sûr que je cible plus les enfants avec des maladies plus complexes, graves, tout ça, mais j'ai aussi des enfants en bonne santé. Donc, ça fait du bien aussi de voir des enfants en bonne santé. Et je travaille les mêmes habiletés, hein, les mêmes habiletés de communication avec les Oui. parents, tout ça. Mais je pense que j'ai trouvé un bel équilibre entre pédiatrie générale et soins palliatifs pédiatriques. Ben, j'allais vous poser des questions. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des personnes qui s'intéressent aux soins palliatifs pédiatriques? Puis de ce que je comprends, en tout cas, le premier conseil que moi je retiens, c'est de trouver l'équilibre finalement en fonction de qui on est, de respecter nos limites, puis de trouver ce bel équilibre que vous avez trouvé entre travailler dans le communautaire et travailler en soins palliatifs. Oui, tout à fait. Et de trouver un mentor, de trouver quelqu'un qui le fait pour poser ses questions, pour connaître vraiment tu sais, une journée typique, ça ressemble à quoi, et de connaître un petit peu les stratégies aussi de ben, qu'est-ce qu'on fait quand on a une semaine qui est plus lourde, qui est plus difficile, pour éviter un burn-out, par exemple, et pour pouvoir poursuivre dans cette mission. Je pense que pour les personnes qui sont intéressées par une carrière en soins palliatifs pédiatriques, il y a vraiment beaucoup plus d'options maintenant qu'il y avait il y a 5 ans, même 10 ans, 15 ans, Mhm. parce que c'est quand même un domaine qui est assez récent, les soins palliatifs pédiatriques. Euh, Quand moi j'ai terminé ma résidence, je crois qu'il n'y avait pas de programme formel de formation spécialisée au Canada en soins palliatifs pédiatriques. C'est la raison pour laquelle je suis allée aux États-Unis. Et maintenant, au moment qu'on se parle, je crois qu'il y a 2 programmes au Canada. Donc, on voit que les choses évoluent et il y a Mhm. beaucoup plus d'options pour aller se faire former en soins palliatifs pédiatriques. Et c'est une formation que moi, j'ai adorée. On rencontre tellement de familles, on rencontre tellement de personnes intéressantes, puis on apprend beaucoup sur la pratique et sur soi. Je comprends, puis j'imagine on apprend aussi sur est-ce qu'on veut faire ça finalement ou peut-être ça nous intéresse un peu moins que ce qu'on pensait au départ. Oui, et si ça ne nous intéresse pas côté clinique, mais qu'on est intéressé à faire avancer la recherche en soins Ouais. palliatifs, ben, c'est une autre option aussi. Puis il y a aussi un peu l'option, comme tu dis, moi je fais ça, mais je ne fais pas ça à temps plein. Donc, c'est à chacun de trouver un petit peu qu'est-ce qui fonctionne pour lui, là, mais Mhm. moi j'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi. Tant mieux, je suis contente. Puis, si vous pouviez parler à la jeune docteure Baronnet, c'est Sylvana, qui est assise dans l'amphithéâtre de l'Université de Montréal, qui prend son premier cours en en arts et sciences, qu'est-ce que vous lui diriez? Oh boy, c'est une bonne question. De ne pas lâcher parce que ça vaut la peine Ouais. et qu'il y aura des journées difficiles, mais que c'est un travail qui est super valorisant. euh, et qu'à la fin de la journée, je me sens bien parce que je me dis, j'aide des familles en détresse. Et c'est ce que j'ai voulu faire comme pédiatre. Et c'est ce que je fais comme pédiatre spécialisé. Donc, je pense que, ouais, il y a eu des jours, des mois, des années difficiles, hein, parce que c'est énormément d'études, c'est énormément de sacrifices. Mais après tout ça, je suis bien et je continue à apprendre à tous les jours. Je pense que c'est ça l'autre message. Il ne faut jamais penser que on va terminer ses études, on va arrêter d'apprendre. Là, c'est là, on travaille, ça y est. C'est pas ça. C'est pas ça être médecin. On continue à apprendre à tous les jours. On apprend en lisant, on apprend en faisant des revues de littérature, mais on apprend beaucoup, beaucoup, énormément de nos patients, des parents. Donc, ouais, si on est le genre de personne qui aime ça, continue à apprendre, ben c'est la bonne voie. Donc, finalement, vous lui diriez, Sylvana, t'as fait le bon choix. Tu fait le bon choix. Mais ça n'a pas été une ligne directe, hein, parce que Non. j'ai fait mes études de médecine, ma résidence de pédiatrie, puis là, je songeais sur un palliatif, mais je n'étais pas certaine. Donc, j'avais commencé à pratiquer en pédiatrie générale, en milieu hospitalier. Par la suite, j'ai eu un premier congé de maternité. Puis c'est vraiment pendant mon congé de maternité où j'ai eu un petit peu plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire que j'ai dit, bon, là, je vais appliquer pour officiellement là, pour un fellowship en soins palliatifs. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Et en revenant de fellowship, j'ai travaillé en soins palliatifs pédiatriques en milieu hospitalier pendant environ 1 an.
deuxième congé de maternité. Et c'est en travaillant en milieu hospitalier, j'ai apprécié, mais c'est en faisant le changement pour le milieu communautaire que j'ai réalisé que je suis vraiment bien en milieu communautaire. Mais ça, je ne l'aurais pas su si je ne l'aurais pas essayé. Donc, je pense que c'est aussi important d'essayer différentes choses pour pour être bien dans son choix à la fin de la journée, là. Oui, puis finalement, vive le congé de maternité parce que ça vous permet de Oui. prendre du temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Et le message que je retiens aussi, tu sais, tout à l'heure, vous me parliez du phare, puis tu sais, dès que vous êtes rentré, il y avait cette magie du phare, il y a de la joie de vivre au phare. Puis là, de ce que je comprends, tu sais, dans un congé de maternité, on est près de la vie, on est près, tu sais, de quelque chose de beau, puis vous avez pensé aux soins palliatifs. Donc, il y a, tu sais, ça vient comme démystifier, ou ça vient en tout cas pour le grand public qui voit le... Moi, je m'intéresse au deuil, puis tu sais, plusieurs personnes me disent, oh, pauvre toi, tu t'intéresses au deuil, ça doit être triste. Mais en tout cas, le message que j'entends, c'est comme, tu sais, même dans des moments de vie intenses, pendant la maternité, on pense aussi aux soins palliatifs parce qu'on ne voit pas ça d'une manière négative forcément, comme peut-être certains. Exactement. Ouais. Exactement, c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que quand j'ai annoncé à mes amis, aux membres de ma famille, bon, je m'en vais faire un fellowship aux États-Unis. Ah bon, où? À Johns Hopkins. Oh, wow, OK. En quoi? En soins palliatifs pédiatriques. Et là, tu voyais Oh le non. visage. Quoi? Ouais. Mon Dieu. Et les gens me disent ça souvent. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je leur dis, ah, mon Dieu, ça doit être tellement triste. Donc, je pense qu'il Mhm. faut le vivre puis il faut le faire pour le comprendre. Que oui, c'est triste. Il y a des moments qui sont extrêmement tristes, mais ça fait partie de la vie. Et en soins palliatifs pédiatriques, tu sais, on met l'enfant sur la vie. Tu sais, c'est Ouais. la vie qui est en primeur et on vit des beaux moments. Puis, je ressens qu'on a une responsabilité pour aider ces familles. Si tout le monde se disait, bon, c'est bien donc triste, je suis pas à l'aise, je veux pas faire ça, il y aura qui pour appuyer ces familles? Donc, j'ai Mm. beaucoup, beaucoup de respect pour tous les gens qui font ce travail, pas juste les médecins, mais tous les membres de l'équipe interdisciplinaire qui se sont dit, moi, je vais dévouer ma carrière pour, tu sais, je vais me dévouer à cette mission qui est celle d'aider les familles en difficulté. Je trouve ça incroyable. Puis je reviens à la phrase que vous avez utilisée au début de notre discussion, c'était moi, je veux partir vers la famille quand tout le monde va, tu sais, va tourner le dos pour rejoindre ses tâches. Donc, ça fait du sens avec ce que vous disiez tout à l'heure. Tout Mm. à fait. En tout cas, docteur Baronnet, c'était vraiment agréable de discuter avec vous. Puis la discussion pourrait s'étaler encore plus, mais je sais que vous êtes très occupé. Merci infiniment pour votre temps. Puis merci beaucoup d'avoir partagé votre parcours si inspirant avec nous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Soyez des nôtres pour notre prochain épisode.